Bienvenue dans votre magazine multiculturel Carrefour. Aujourd'hui, nous sommes au 3e Carrefour, mais de la solidarité, organisé par la Fédération genevoise de coopération, la FGC. Une occasion exceptionnelle pour vous présenter notre mission d'aujourd'hui, Femmes migrantes et développement. Vous savez que les migrants envoient aujourd'hui 300 milliards de dollars dans les pays d'origine chaque année, 5 fois plus que l'argent versé par la coopération internationale. Une partie de cet argent est versée aux familles pour l'alimentation, l'éducation des enfants ou les logements. Une autre partie est quand même investie dans des projets d'aide au développement pour des projets sociaux ou économiques. Dans ce contexte, les migrants deviennent des investisseurs intéressants. Regardez avec nous les témoignages de quelques femmes qui se sont engagées dans ces projets au développement. Bonjour Kim. Oui, bonjour Violetta. Très enchantée que vous vous rencontrer. Merci beaucoup. Oui, d'ailleurs. Merci beaucoup de nous donner cette interview. Racontez-nous d'abord d'où vous venez, depuis quand est-ce que vous êtes en Suisse? Je viens du Vietnam et puis j'étais en Suisse à la fin de 1990. Je suis venue ici pour refaire mes études à l'université. Et quelles études vous avez suivies? J'ai fait les hautes études commerciales. Pourquoi est-ce que finalement vous avez décidé de rester par exemple? Pendant mes études, alors j'ai fait la rencontre de mon mari. Ah très bien, c'est tombé amoureux. Et vous êtes ensemble depuis combien de temps alors? Depuis 92. Ah très bien. Ouais. Et comment ça a été les liens avec le Vietnam pendant tout ce temps? Mon mari et moi, nous partons au Vietnam tous les ans. Très bien. Oui, et on passe un mois au Vietnam. Et puis une visite en 2008, s'était passé quelque chose de spécial, racontez-nous. En 2008, j'ai décidé de fonder ma propre association pour aider aux gens du village où mes parents habitaient. Et qu'est-ce qui se passe dans cette région-là? Comment est-ce qu'il s'appelle et puis quels sont les besoins de cette population? Ce petit village s'appelle Toubon et il pleut 6 mois par an. Après chaque saison de pluie ou chaque saison de tempête, alors les maisons ils sont détruites. Et puisqu'ils n'ont pas d'argent, alors ils laissent les maisons comme ça. On m'a donné des photos des maisons, des l'après. Et puis quand je suis arrivée en Suisse, alors j'ai parlé à mes amis. Et puis on a décidé de faire une association pour collecter de l'argent, pour aider ces gens à reconstruire la maison. C'est pourquoi on a donné le nom à notre association, c'est Offrir un toit. Vous avez construit en total combien et reconstruit combien en total? Depuis 2008 jusqu'à maintenant, on a construit 20 maisons et puis on a aidé à rénover aussi une vingtaine de maisons. Kim, quels sont les moyens que vous utilisez pour mettre en place ces projets? Tout au début, lorsque notre association est fondée, c'est plutôt nos familles qui nous soutiennent. Et puis après, c'est le réseau des amis et des connaissances, après les amis des amis. Et il y a parfois des entreprises qui sont tombées sur notre site internet et sont intéressées par nos projets et ils nous envoient de l'argent. Très bien. Et pour la mise en place des projets, qui fait quoi? Est-ce que les gens, la population au Vietnam, est-ce qu'ils collaborent aussi à la construction de ces projets? Mais oui, par exemple pour la reconstruction des maisons, nous avons une personne de confiance qui est un moine bouddhiste. Il va sur place pour regarder la situation de la famille et puis il demande à la famille d'aller demander de l'aide à la commune. Mais normalement, la commune elle n'a pas d'argent, il donne une très petite partie. Avec l'aide de la commune, le moine demande à la famille d'aller demander de l'aide aussi à leurs amis, à leurs parents. Très bien, donc il y a la famille, un peu les villages qui se mettent en solidarité en construisant les maisons. Pour une maison de 4 mètres sur 7 mètres, c'est 28 mètres carrés, ça coûte 25 millions, c'est-à-dire à peu près 1500 francs suisses. Avec 1500
francs suisses, on peut construire une maison. Oui, Pour une famille, sont des maisons pour combien de personnes environ? Normalement, c'est les parents avec 2 à 3 enfants. Quel est votre sentiment quand les gens reçoivent ces maisons? Ouais. Moi, maintenant, depuis que je pourrais être comme ça, je change ma façon de vivre aussi. Parce que je dis, avec si peu d'argent, on peut aider, on peut donner de l'argent à une famille comme ça. C'est pourquoi je change aussi ma façon de dépenser. Et concrètement, racontez-nous quels sont les projets qui sont maintenant en place. Tout au début, c'est la reconstruction des maisons qui est notre vocation initiale. Et après ça, il y a des besoins qui arrivent. Il y a des opérations de cœur des enfants, des familles pauvres. Après, il y a la construction des dispensaires pour aider aux gens du village qui n'ont pas d'argent pour se faire soigner. Et puis, il y a aussi notre projet de cours d'anglais pour les enfants du village. Parce que tôt ou tard, il y a le tourisme qui va se développer dans cette région, donc on va les préparer. Kim, qui sont les membres de l'association? Dans notre comité, il y a 7 personnes, donc 5 Suisses et 2 Vietnamiennes. Et on va rencontrer Michel, qui est notre président, qui est très actif. Très bien, merci. On y va alors. Oui. Quels sont les projets que vous faites? Oui, alors on a effectivement les maisons qu'on reconstruit, qu'on rénove. On a le projet du dispensaire puisqu'on va partir bientôt au Vietnam pour l'inaugurer. On a un projet d'orphelinat qui a déjà débuté, mais on attend des fonds pour pouvoir le continuer. On a un projet de reboisement de montagne. On a un projet aussi qui court actuellement, c'est la formation des enfants. On leur apprend l'anglais. On a aussi des autres projets tels que les opérations de cœur d'enfants, parce qu'au Vietnam c'est très cher. On a la plantation de plantes médicinales. Puis j'ai plein de petits projets encore dans les tiroirs. Dans la région, il n'y a pas d'usine, il n'y a rien. Voilà, et puis les gens, ils sont pauvres, on ne peut pas les aider éternellement. Alors on va lui donner un moyen pour gagner leur propre vie. Et pour ça, on a 2 projets. Le premier projet, c'est la culture de plantes médicinales qui est liée avec le dispensaire. Comme ça, oui, on peut fabriquer nos médicaments avec des plantes sur place, comme ça revient moins cher. Au début, on va former les ouvriers, les villageois, pour comment planter ces plantes. On va les former pendant 6 mois et puis on les paye comme nos ouvriers. Après, quand ils ont appris le métier, alors ils vont planter eux-mêmes les plantes médicinales et puis ils vont revendre à nous leurs propres produits. À ce moment-là, on ne les paye plus comme ouvriers, mais ils gagnent leur vie en vendant leurs propres produits. Ça leur donne du travail et puis après, ils peuvent même enseigner ça à leurs enfants. Et puis, de fil en aiguille, on apporte notre aide en fait, qu'ils soient autonomes les gens. Bonjour madame, bienvenue, merci beaucoup. Dans l'association, vous aidez environ combien de femmes? On est de 50 veuves qui sont en charge d'à peu près 200 enfants. Et en quoi consiste l'aide que vous les portez? En fait, la veuve, elle va chez le médecin, elle fait une consultation, le médecin lui donne une ordonnance. Avec cette ordonnance, elle va dans une pharmacie qui a le contrat avec nous, il lui donne tous ces médicaments qu'elle a besoin. Pour moi, je suis partie dans un objectif de donner l'espoir. Je voulais dire à ces dames qui sont devenues veuves pendant le génocide et qui ont perdu l'espoir que dans le monde, on peut donner un espoir à quelqu'un qui ne nous connaissait pas pour lui dire « tu n'es pas seul ». Voilà mon premier objectif quand j'ai commencé cette association. Dans quel sens elle en est de l'espoir, justement? L'espoir, c'est que on est les femmes et nous deux. Hein. Imaginez, aujourd'hui, on est femmes, on est mariées, on est heureux, on est dans la famille. Et demain, on tue nos maris. Donc, on est seuls. C'est la surprise totale. C'est un choc en plus. En plus, malade. On se rappelle donc, c'est Jacques qui il disait, vous allez mourir petit à petit. Donc, mourir du chagrin. Donc, cet espoir qui est coupé, ils sont dans le monde, ils ne vivent pas comme les autres.
Donc, ils vont mourir de désespoir. Justement. Donc, comme on le sait, le sida, ce n'est pas une maladie qui va guérir. Je ne suis pas allée pour guérir ces femmes, ce n'est pas possible. Mais je suis allée pour donner l'espoir. Une femme qui a le trithérapie, qui va vivre, elle ne va pas guérir, mais elle va vivre petit à petit mieux. Les symptômes vont continuer à exister, mais ils vont être atténués un petit peu. Donc, si tu as accès aux médicaments, si tu penses qu'il y a quelqu'un qui pense à toi, tout simplement, que tu n'es pas seul dans le monde, c'est une façon de richesse pour moi. Il y a beaucoup qui pensent que la richesse, c'est avoir beaucoup d'argent. Non, la richesse, c'est pour moi, c'est avoir une histoire de vivre, c'est s'aimer, c'est aimer la vie, c'est se sentir utile, c'est se sentir vie. Parce qu'il y a des gens qui sont déjà morts, vivants, et je trouvais vraiment triste. Quels sont les projets de l'association? Les projets de l'association, maintenant, c'est rentrer dans les problématiques de toute la famille, en disant, cette famille de ces veuves, qu'est-ce qu'on pourrait faire pour améliorer la qualité de vie? C'est-à-dire aider vraiment à une famille à démarrer dans tous les besoins primaires. Voilà. Et des gens qui souhaitent vous contacter? www.acmoi.org. Pourquoi pour vous c'est important de garder ces liens avec votre pays d'origine? C'est très important de garder les origines à nous parce que je suis noire, j'ai ma peau là, partout où je passe, tout le monde le sait que je ne suis pas suisse. Et ça me fait même plaisir. Et je suis suisse de papier et de cœur. Mais je suis rwandaise quand même de On peut nature. facilement appartenir à des cultures. Mais voilà, et c'est très important. Et je le conseille à tout le monde, donc c'est une de nos richesses aussi. Merci beaucoup pour cette interview. Et félicitations pour votre association. Merci beaucoup. Merci beaucoup, c'est gentil. Madame Moreno, on sait qu'en 2010, on estime 214 millions de migrants internationaux et parmi ces nombres, les 49% sont des femmes. Nous souhaitons savoir d'abord qui sont ces femmes et pourquoi migrent-elles? C'est des femmes qui viennent de toutes sortes d'occupations, qui viennent travailler dans toutes sortes de secteurs économiques, dans les économies du pays développé. C'est des femmes qui ont des niveaux de qualification variés. Il y a une grande partie d'entre elles qui sont hautement qualifiées. Est-ce que ces femmes migrantes, est-ce qu'elles partent seules? Est-ce qu'elles migrent toutes seules? Une large majorité de ces femmes, c'est vrai qu'elles vont laisser leurs enfants dans les pays d'origine. Et ça, c'est considéré une des questions les plus difficiles pour elles. Donc ces femmes qui migrent avec un niveau haut ou pas de qualification, qui envoient de l'argent, à qui elles envoient cet argent et pour faire quoi? La plupart des migrants en général, mais surtout les femmes, envoient l'argent pour des questions d'amélioration d'éducation de leurs enfants, protection de la santé, une question de nutrition, construction de leur maison. Yo envío todos los meses porque allí yo tengo 2 hijos. ¿Tú envías dinero para qué? Yo envío para subsistir, digamos. Yo le ayudo a mis hermanas que están allá también y a mis hijos. La educación para los muchachos. La educación, las medicinas cuando están enfermos, bueno, todo eso. Yo vengo de Nicaragua y tengo 1 año y medio de estar acá. Y cuéntanos, ¿es que mandas dinero a tu país de origen? Claro, mando dinero a mis hijos. ¿Y cuántos hijos tienes? Tengo 3 hijos, un varón y 2 niñas. ¿Qué edad tienen? Tienen 13 años, 12 años, 6 años. Même l'argent envoyé par la consommation, on y parle, non? C'est l'alimentation, la santé, l'éducation. Même c'est une aide au développement dans les pays d'origine. Bien sûr. Déjà dans tout ce qui est nutrition, tous les produits qu'on achète pour manger, là, ces achats sont en train d'indirectement créer des emplois.
Au niveau de la santé aussi, au niveau de l'éducation, tout ça, c'est indirectement des créations d'emplois dans les pays d'origine. Ce n'est pas seulement quand on ouvre une micro-entreprise ou une micro-coopérative qu'on est en train de vraiment contribuer au développement du pays. Ça, c'est une façon de voir, je pense, les liens entre migration et développement un peu très étroits. Le transfert des fonds financiers, c'est les sujets les plus connus, les plus débattus. Mais il y a d'autres questions, des axes, des liens entre migration et développement qui sont très importants. Il y a les liens de l'information, toutes les connaissances qui partent d'un pays d'origine au pays de développement. Il y a les liens de formation et d'éducation, également, bien sûr. Il y a tous les liens d'ouverture des marchés, des marchés commerciaux, des transferts de technologies, transferts de connaissances. Des savoirs, des technologies, Exactement. Alors tout ça est et doit être considéré comme des contributions, si vous voulez, des migrants. Et il doit être considéré quand on parle de l'axe entre migration, développement et, bien sûr, des genres. Vous m'avez dit que vous travaillez dans un lieu de transfert d'argent. Est-ce que vous connaissez des femmes justement qui envoient l'argent dans les pays d'origine? Est-ce que c'est assez nombreux, le nombre de femmes? Oui, énormément. On dirait que c'était le 60%. Vous envoyez l'argent dans votre pays d'origine? Oui, j'envoie l'argent à mon pays. Surtout à mon frère, à mon fils et à ma mère. Et depuis combien de temps est-ce que vous envoyez l'argent? Depuis 10 ans. On a parlé des développements et genre, justement. Est-ce qu'on sait s'il y a certaines particularités dans cet envoi d'argent? Est-ce que les femmes ils se comportent d'une manière différente que les hommes? Une des différences, par exemple, c'est que les femmes envoient une proportion beaucoup plus élevée de leur salaire que les hommes. En fait, les femmes gagnent moins que les hommes pour le même type de travail. Hein. Mais même si elles gagnent moins que ces hommes, elles essayent d'envoyer une proportion, un pourcentage beaucoup plus élevé de ce qu'elles reçoivent comme rémunération. Et dans une durée aussi plus longue? Oui, il y a des études qui nous parlent de ça, que les femmes peuvent continuer à envoyer ces fonds à leur famille pendant une durée beaucoup plus longue. Et pas seulement ça, mais qu'elles envoient des fonds à un nombre plus large de leurs membres de leur famille. On a parlé de ces transferts de fonds et puis sous côté positif, donc qui aide au développement dans les pays d'origine, mais aussi quels sont les prix à payer pour les femmes? Les prix les plus importants à payer pour ces femmes, c'est souvent la séparation. C'est l'impact social et psychologique que cette séparation peut avoir sur elle et sur ses enfants. ¿Qué edad tenían tus hijos cuando los dejaste? Uno es 7 años y la otra 12. ¿Cómo fue esa decisión de irte de tu país dejándolos tan pequeños? Es una cosa difícil estar lejos de su familia y bueno, luchando, ¿no? Luchando por ellos, por una vida mejor, porque nuestros gobernantes en nuestros países pues no valoran nada. Souvent, c'est des conditions de travail très précaires qui peuvent avoir un impact psychologique sur beaucoup de migrants. Parlons aussi du côté positif du fait qu'il y a de plus en plus de femmes qui migrent tout seules. Aussi, quels sont les avantages d'une certaine manière pour ces femmes? Les avantages, souvent, c'est que ces femmes se sont beaucoup plus indépendantes. Et c'est des femmes qui se disent je suis arrivée dans le pays, j'ai pu me débrouiller toute seule, j'ai trouvé un travail, j'arrive avec un peu de pouvoir. Oui, parce qu'elles sentent qu'elles peuvent aider leur famille et ça leur donne beaucoup de fierté. Donc clairement, les femmes migrantes aident au développement. Exactement. Très bien, merci beaucoup Gloria. Merci à vous. Muchas gracias. De nada.
Ce Fonds mondial de la diaspora est né à partir d'une initiative de 49 pays les moins avancés qui se sont réunis à Cotonou en février 2006, il y a 4 ans, pour mettre en place ce qu'ils appellent un observatoire international des transferts de fonds des migrants pour des études fiables et comment faire en sorte d'orienter donc ces transferts vers des investissements productifs. On va créer une structure qui sera à cheval entre le nord et le sud. Il faut nécessairement que ce fonds-là alimente aussi les institutions de microfinance. Que ce soit un fonds de garantie aussi pour que l'immigré qui a besoin d'un complément d'investissement dans son pays d'origine puisse, à travers ce fonds, obtenir la garantie nécessaire pour qu'une banque classique ait confiance et lui prête l'argent dont il a besoin pour créer des structures génératrices de revenus, génératrices d'emplois surtout. J'insiste sur l'emploi parce que si on assiste aujourd'hui aux actes désespérés de ces boat people africains, cette fois-ci ils ne viennent pas de l'Asie, cette jeunesse africaine désespérée parce que ne trouvant pas l'emploi dans leur pays d'origine, se jettent dans le désert. Ils vont mourir au fond des océans. C'est la tragédie que l'Afrique, depuis quelques années, offre vraiment à l'Occident. Donc il faut que cette diaspora se lève pour susciter, créer des entreprises génératrices d'emplois. Une des ambitions de ce fonds, c'est de créer une branche qui va se dédier à la formation entrepreneuriale pour que ces jeunes sachent comment élaborer des projets de développement, comment mener une étude de faisabilité. Il faut des b.a.-ba de comptabilité. Donc, bref, une formation pour les futurs, comme on dit, les entrepreneurs en herbe. Il faut qu'on les forme. Qui peut s'adresser à ces fonds mondiaux de la diaspora? Est-ce que c'est ouvert à tout le monde? C'est ouvert à tout le monde. Les associations, comme les personnes individuelles, peuvent souscrire. Et ils peuvent aller sur le site www.diasporafund.org. Madame Indiane, merci beaucoup. C'est très gentil, très enchanté. Merci. Merci beaucoup. Merci. Merci. Le plaisir est partagé. Merci beaucoup. Pour trouver plus d'informations sur les thèmes d'aujourd'hui ou pour revoir nos émissions, alors visitez-nous sur nos sites internet www.alavistatv.net.
Un grand merci pour votre fidélité. On se retrouve comme toujours les mois prochains. À la prochaine et à la vista. On a des gens qui nous aident avec 500 francs, 1000 francs. Et c'est toujours comme un accord avec eux parce qu'ils peuvent choisir le projet. Alors il y a des gens qui financent uniquement la scolarisation, par exemple. Il y a des gens qui financent uniquement les opérations du cœur. Ou une personne qui nous dit voilà, moi je voudrais bien reconstruire une maison entière. Ça me fait plaisir. On a même construit un pont. Il y avait quelqu'un qui nous a dit oh, mais moi, mon rêve, c'est de reconstruire un pont. Et on a trouvé une rivière où il y avait besoin d'un pont. Les habitants passaient sur un tronc. Il y avait seulement un tronc avec une petite barrière. Ils prenaient les vélos sur le dos. Et on a fait un pont de 2 mètres de large. Puis à présent, il y a 500 personnes qui passent par jour sur ce pont. Donc on est ouvert à tout de notre association.